Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Kevin. Bonjour Lilou. Comment vas-tu? En pleine forme. En pleine Ça fait forme. plaisir d'être là. Bien, on se retrouve ici à Paris. Oui. Je viens de découvrir la Dream Machine que tu viens de créer. On vient de tester. Je viens de tester quelque chose de très unique et j'ai hâte qu'on en parle dans cette interview et que tu me donnes un petit peu plus de détails sur cet engin et je vais vous le montrer, d'ailleurs on va vous le montrer ici. Mais d'abord, comme c'est notre première interview, tu es donc, on te connaît par ton hypnose, tu fais plein de voyages hypnotiques en fait. Depuis très très jeune, tu as ton cabinet d'hypnose, tu l'as eu à l'âge de 17 ans. J'ai commencé très jeune, à 17 ans. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'hypnose à cet âge-là? Une forme d'intuition. Maintenant, avec le recul, c'était la question des états de conscience qui m'attirait. Mais je pense que déjà, tu sais, juste comprendre le cerveau, comment ça fonctionne. Et l'hypnose m'a semblé être le moyen idéal pour aller explorer ce qui est inconnu à l'intérieur de nous. En fait, on a une immense part inconnue et on ne sait pas comment y accéder. Ouais. Et l'hypnose, pour moi, c'est un véhicule qui permet de toucher ça, de rencontrer ça. Ouais. Et pourquoi c'est important pour toi de découvrir cet inconnu? Déjà, je pense qu'il y a une sorte d'appel par rapport à ça. Tu sais, il y a une époque, il y avait des explorateurs qui disaient il y a des continents entiers encore à aller voir, on n'a pas encore vu ça. Ouais. Peut-être qu'un jour, on ira voir d'autres planètes, mais en attendant, on a un monde intérieur qu'on n'a pas encore découvert. Et il est fascinant, ce monde intérieur. Donc, je pense qu'il y a l'appel de l'inconnu, quelque part. Et puis peut-être la sensation qu'une des clés d'évolution de l'humain, c'est la compréhension de qui on est, comment on fonctionne. T'avais pas peur d'explorer l'inconnu? Parce que je pense qu'il y a pas mal d'êtres humains justement que l'hypnose ça leur fait peur, parce qu'ils ont peur de découvrir quelque chose de plus sombre en eux. J'ai l'impression qu'on a tous cette ambivalence d'être attiré par l'inconnu, puis en même temps il peut y avoir des petites réticences. Ouais. Mais je crois qu'à un moment l'appel est plus fort. Il y a comme l'idée que c'est important en fait d'aller dépasser les peurs qu'on peut rencontrer, je pense en avoir rencontré. Mais en même temps, elles sont là aussi parce que c'est important ce qu'il y a derrière. Donc ça vaut le coup d'aller les rencontrer, ces peurs-là aussi. Ouais. Parce que beaucoup, surtout à 17 ans, je veux dire, on va chercher à l'extérieur, on a envie d'explorer plein de choses. La plupart de notre société va chercher à l'extérieur pour combler un manque. Donc c'est quand même c'est quand même un sacré changement de paradigme, tu vois, d'aller vers l'intérieur justement et de se dire mais il y a tout ce monde-là à explorer. Qu'est-ce qui crée ce déclic selon toi pour les gens de vouloir aller explorer ça, ce monde intérieur? Tu sais, je pense qu'à un moment, parce que c'est très juste ce que tu dis, on est vraiment divertis en fait par le monde extérieur. Puis on est dans une société du divertissement qui pousse beaucoup à ça en plus. Mais il y a un moment où on sent peut-être qu'il manque quelque chose aussi, qu'il y a besoin de rééquilibrer, parce que évidemment que le monde extérieur c'est super important. Ce serait dommage de ne plus le considérer, ça serait un manque aussi. Mais il y a juste besoin de rééquilibrer et de se dire qu'on peut accorder autant d'importance au regard extérieur qu'au regard intérieur. Après, moi je crois que tout simplement quand j'étais ado, je m'ennuyais à l'école, tu sais, puis je cherchais quelque chose qui me passionnait. Et en tombant sur ça, je me suis dit, oui, là il y a quelque chose qui est peut-être un peu singulier, qui n'est pas encore très connu. Mais j'avais la sensation qu'il y avait quelque chose à y faire en tout cas. Ouais. Parce qu'on voit, tu vois, avec Metaverse et toutes ces choses où on explore l'intangible quelque part, enfin quelque chose qui est créé. Comment tu compares ça? Parce que on verra tout à l'heure avec cette time machine qui nous envoie quand même dans des espaces-temps différents, dans une exploration intérieure où on part dans un voyage. Comment tu compares ça à ce qui est en train de se faire justement en ligne avec tous ces différents voyages qui sont créés par d'autres humains là pour le coup? Mais tu sais, je pense qu'au fond la recherche est la même. C'est la recherche d'autres états de conscience. Après, il y a des gens qui pensent qu'on va y aller avec des outils qui vont nous sortir de nous, c'est ce que tu disais. Et donc on peut créer des univers parallèles et peut-être que c'est bien, je ne sais pas. Mais je pense qu'on peut aussi y accéder par nous-mêmes avec notre propre capacité avec notre cerveau, avec notre inconscient, avec tout ce qu'on est au sens large même. Et j'aime bien l'idée qu'on puisse y aller naturellement aussi, sans forcément passer par des outils technologiques. Et peut-être aussi qu'au final, il y aura une convergence entre les deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je sens que ma mission est plutôt d'y aller avec les moyens du bord, avec ce qu'on est, plutôt qu'avec des artifices extérieurs. Et en même temps, on va la voir, cette fameuse Dream Machine, mais elle est, que j'ai envie d'appeler Time Machine, mais Dream Machine qui est quand même, tu vois, qui est quand même un objet extérieur qu'on utilise. C'est une technologie qui est quand même avec une application. Tu as créé toi-même des applications également, tu vois, une école de formation. Il y a quand même des choses comme ça qui se mettent en place pour générer cette expérience-là. Exactement. La différence, c'est que ce genre de technologie nous ramène vers l'intérieur. Au début, en fait, quand les premières expériences de ce type-là ont été créées, c'était fin des années 50, début des années 60.
Aldous Huxley disait qu'il y avait deux technologies, il y avait les télévisions puis les technologies de type Dream Machine, et que l'une était là pour nous divertir et l'autre pour nous ramener à nous-mêmes. Et je suis resté un petit peu dans cet état d'esprit-là. Cette idée que parfois c'est comme un miroir, c'est extérieur, mais ça nous ramène à nous-mêmes. Et c'est un peu comme ça qu'on a pensé cette technologie. Donc j'ai trop hâte d'en parler plus. Et d'ailleurs l'interview part vers ça de plus en plus. Mais les états de conscience, pour bien comprendre ces états de conscience, parce que pour toi c'est quand même la clé, de changer d'état de conscience nous permet en tant qu'être humain pour toi d'évoluer. C'est vraiment une des clés principales. Pourquoi tu vois ça comme une... En fait, je vais comparer ça au voyage. Aujourd'hui, ça nous semblerait très étrange, quelqu'un qui n'a jamais voyagé, qui n'a jamais sorti de son village. On le dirait, mais tu me manques une richesse incroyable, en fait, parce que là, il y a plein de choses tellement incroyables sur Terre que ça serait tellement dommage de passer à côté de tout ça. Mais je pense qu'on est presque confiné dans des états de conscience qui sont très restreints dans notre vie. Parce que notre éducation nous formate énormément, parce que notre cerveau a tendance à créer beaucoup de routines aussi, donc ça participe un peu à ça. Parce que, évidemment, chez l'être humain, il y a aussi une grande recherche de sécurité, donc de se cloisonner quelquefois dans un tout petit périmètre. Et en même temps, je pense qu'on perd quelque chose en faisant ça. On se coupe de l'exploration. Et on se coupe de toutes les autres possibilités qui existent en nous. Changer d'état de conscience, c'est un peu comme si on avait un véhicule qui nous permet de nous déplacer dans le monde, sauf que c'est un monde intérieur, c'est notre imaginaire, c'est notre passé, c'est nos visions, c'est nos intuitions. Et ce monde-là, il est toute notre richesse, quelque part. Dans certaines cultures, on considère que vivre un autre état de conscience, c'est initiatique. Il y a même, par exemple, et je dis dans d'autres cultures, mais en Grèce antique, par exemple, à Athènes, il y a eu des rituels où pour devenir citoyen, pour passer à l'âge adulte, on vivait un état de conscience modifié. C'était les mystères d'Éleusis avec tout un rituel très particulier. Et c'est intéressant cette idée que pour que quelqu'un ait la responsabilité de citoyen, ils doivent passer par d'autres états, comme si cette connaissance était importante. Puis après, en Occident, on s'est un peu coupé de ça. Pendant longtemps, on a brûlé les sorcières, on a cloisonné, on a fait peur aux gens en disant il ne faut pas aller voir ça, c'est dangereux et tout ça. Et du coup, on s'est coupé de notre propre tradition. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont chercher un peu ces états-là, on va voyager dans d'autres pays avec la méditation, avec les expériences chamaniques, avec tout ça. Et au final, en fait, on sent bien que ça nous fait du bien de changer d'état de conscience. La seule chose qu'on en a gardé dans notre culture, c'est l'art, ce qui est bien. Mais pourquoi les gens vont au cinéma? Pourquoi ils vont voir une exposition? Pour vivre d'autres états, pour se nourrir en fait. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est le mental qui laisse plus de place à autre chose, et qu'est-ce que cette autre chose? C'est-à-dire qu'est-ce qui prend le... C'est une grande question, je suis pas sûr d'avoir toutes les réponses à ça. En tout cas dans ta compréhension, ton expérience depuis 30 ans. Pas tout à fait 30 ans. Je te vieillis, pardon. C'est vite, je te vieillis, t'as quel âge? 39. 39. Voilà. On pourrait dire 39 ans d'expérience. Oui, on pourrait dire 39 ans, En fait, tu sais, je pense que notre mental, et je pense pas que c'est une mauvaise chose, le mental, je pense juste qu'il a tendance à vouloir cloisonner les choses, à vouloir séparer les choses. Alors c'est bien pour plein de choses, pour nos interactions sociales, pour créer un projet, pour discuter avec des gens, enfin c'est pratique quand même ce truc-là. Sauf que si on finit par croire que c'est la seule réalité, on se limite énormément. Et quand on le met un peu de côté, c'est une métaphore, mais quand on le met un peu de côté, on s'aperçoit qu'il y a plein d'autres choses. Alors ces autres choses, c'est tout le potentiel qu'on a en tant qu'être humain. Mais tu vois, par exemple, la créativité, elle loge dans une autre partie. C'est pas le mental, la créativité. Le mental, c'est l'inverse de la créativité souvent. Donc ne serait-ce que pour l'idée de créer quelque chose, on va se connecter à une autre partie de nous-mêmes. Et puis... Et on peut sous hypnose aller contacter une partie, par exemple la partie créative, si on en a envie, on peut arriver à... C'est cloisonné à l'intérieur? Ça se passe comment au niveau du cerveau? Parce que tu as écrit plusieurs livres, en fait, dont certains même pour accéder à ça par soi-même. Donc, exactement. Comment ça se... En fait, il faut imaginer qu'on s'identifie au bout d'un moment à une partie de nous-mêmes qu'on connaît tellement bien qu'elle est plus très créative, parce qu'on en a fait un peu le tour quelque part. Et l'idée de l'hypnose, c'est d'amener les gens à sortir de ça, à se désidentifier, ce qu'on va retrouver dans certaines traditions orientales, la désidentification, et à partir de là, d'aller se connecter à d'autres parties de nous-mêmes. Et c'est vrai que depuis très longtemps, en fait, on s'aperçoit que quasiment tous les grands courants artistiques s'appuient sur la création d'états de conscience modifiés. Tu vois, par exemple, je ne sais pas, si on prend le surréalisme, c'était l'hypnose et l'écriture automatique. Si on prend l'art nouveau, c'est à nouveau l'hypnose qu'on appelait l'école de Nancy. Si on prend toute la musique qu'on écoute aujourd'hui, si on allume la radio, c'est plutôt le courant des années 60 avec les explorations d'autres états de conscience. Mais même si on remonte plus loin dans le temps, tous les grands poètes qu'on peut étudier à l'école, etc., ils étaient en permanence dans d'autres états de conscience parce que ça leur permettait d'accéder à ce potentiel créatif. Et aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui se font accompagner par hypnose
pour aller toucher ça, pour aller sentir ça et le ramener. Et on peut dire, je veux aller là, dans cet endroit de créativité ou cet endroit-là de mémoire du passé, ou c'est on est un peu condamné à ce qui remonte et ce qui doit remonter à la surface à un moment, tu vois. Un mélange des deux. Ouais. On peut avoir une intention, ouais. Et en même temps, il y a quelque chose en nous qui est sauvage aussi, et dans le bon sens du terme, mais qui en tout cas est imprévisible, et qui va parfois suivre notre intention, parfois la corriger, puis parfois nous dire va par là. Et on peut lutter contre, mais souvent c'est intéressant de l'écouter, je pense. C'est ça, c'est intéressant parce que moi, pour avoir fait quelques séances d'hypnose, il y a des trucs qui remontent à la surface, je ne m'y attendais pas par rapport aux problèmes cités, tu vois. Ah oui, complètement. Quelque chose du passé qui remonte, une gifle qu'on ressent qui brûle sur un visage, dont on ne se souvenait plus, des traumatismes qui remontent. Est-ce qu'ils remontent forcément à la surface quand on est prêt? Est-ce qu'on peut tous gérer ça, parce que ça peut être intense? Est-ce que c'est, tu vois, quelque part cette sagesse intérieure, cette mémoire qui remonte à la surface parce qu'on est prêt à la traiter? En fait, en théorie, oui. C'est-à-dire qu'il semblerait que notre part inconsciente, elle a une très grande lucidité sur ce qu'on est capable de digérer ou de ne pas digérer, de gérer ou pas de gérer. Et du coup, quand quelque chose remonte, il semblerait que ça soit à chaque fois quand quelqu'un est plutôt prêt à le vivre. Après, c'est quand même bien, je pense, quand on sent qu'on doit travailler sur quelque chose qui est important, d'être accompagné par quelqu'un qui saura vraiment nous accompagner, parce qu'il y a un autre élément, c'est la sécurité. On peut être prêt, mais tant qu'on n'est pas vraiment dans un univers sécurisé, ça va être un peu compliqué de laisser ça remonter. Et travailler sur un traumatisme, par exemple, ça demande une vraie relation de confiance avec la personne qui nous accompagne. C'est ça qui va nous mettre en sécurité. Et là, on va pouvoir aller travailler sur des choses importantes. Oui, parce que comme tout... je mets le mot thérapeute, c'est peut-être pas le bon mot, non? Hypnothérapeute est un thérapeute? Moi, j'aime moins le mot thérapeute parce que ça donne l'impression qu'il y a un truc à réparer. Et j'ai l'impression que chez l'être humain, c'est pas tant un problème de réparation, et à ce moment-là, à la limite, ça serait plus médical, qu'un problème de connaissance. J'ai l'impression qu'on éduque en fait les gens à eux-mêmes. Le terme serait pas joli, mais c'est de la pédagogie cognitive quelque part. On éduque les gens à comprendre comment ils fonctionnent. Je sais pas, quelqu'un par exemple qui a une peur, il n'est pas malade en fait, il a juste une peur, c'est humain d'avoir une peur. Mais on pourrait lui apprendre qu'est-ce que c'est une peur, comment ça fonctionne, comment on traverse une peur, comment on la dépasse. Et du coup, c'est plus de la pédagogie que de la thérapie. Mais en tous les cas, on a un être humain qui est là. Donc quand il y a une séance d'hypnose, il peut y avoir un côté plus ou moins pur bien sûr, de la personne qui va... Voilà, quelle est cette partie-là, cette influence-là de la psyché, du passé, de ce que la personne a sur le patient, tu vois, parce que ça reste quand même un égrégore ou un contexte dans lequel on est. Donc, est-ce que c'est vraiment à nous, ça nous appartient, ou c'est un tout, ou, tu vois, comment tu vois la vision d'ensemble? C'est une rencontre. C'est tout ce que Freud avait commencé à appeler les enjeux transférentiels, en fait. C'est parce qu'on est ensemble, ce qui se passe nous appartient. Mais on ne serait pas la même... Une personne qui va avoir un accompagnant ne va pas vivre la même chose avec un autre accompagnant. Il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre. Mais en même temps, on a des techniques dans l'accompagnement pour essayer de limiter l'influence de ça. Notamment, on va rentrer dans le monde de la personne qu'on accompagne. On va essayer d'y aller sans nos propres croyances, sans nos propres idées. Donc ça demande un travail personnel. C'est un voyage pour vous aussi? Oui, exactement. C'est ça qui fait que c'est un beau métier, en fait. C'est que tu accompagnes quelqu'un et tu découvres son univers. Alors, c'est pas simple de laisser à la maison tout ce qui nous appartient et d'aller vers l'autre. Et je pense même que c'est un peu utopique de penser qu'on pourrait y arriver, mais on a toujours cette intention d'aller juste vers l'autre et de lui projeter un minimum de choses qui nous appartiennent pour rester dans son histoire, en fait, et dans ce qui lui appartient. Et qu'est-ce qui peut remonter à la surface? C'est des souvenirs de cette vie-ci ou autre chose? Alors, beaucoup de choses. En fait, ce qu'on remarque, c'est que ça dépend des croyances des gens. Si quelqu'un est ouvert à l'idée qu'il y a peut-être d'autres vies, eh ben, il y a des souvenirs de cette nature qui peuvent remonter. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que avant qu'on en parle de ces choses-là, et finalement dans notre civilisation, c'est assez récent, les gens étaient plutôt influencés par d'autres croyances. Par exemple, il y a un siècle, il n'y avait quasiment jamais de gens qui avaient des réminiscences de vie antérieure en hypnose. Mais par contre, les gens pouvaient rencontrer des démons qui parlaient latin ou des choses comme ça. Alors qu'aujourd'hui, comme on parle beaucoup plus de ces sujets-là, les gens ils sont sans doute plus sensibles et ouverts, il y a ce genre de choses qui peut se passer. Donc c'est un peu comme si on allait dans ces états-là quand même avec les représentations qu'on porte, la culture qu'on porte. D'une culture à l'autre, les gens ne vivent pas exactement les mêmes états d'hypnose. Si on va en Afrique faire de l'hypnose, si on va en Sibérie faire de l'hypnose, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes vécus. Comme quoi on reste quand même connecté à nous-mêmes. Est-ce qu'on peut accéder à ce champ de pure potentialité Alors moi j'en suis persuadé. Il est où pour toi ce champ? Ah, c'est une grande question. Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse... Comment toi tu le vis en tout cas quand tu es sous hypnose?
Et quand tu as eu contact, c'est la grande question. Est-ce qu'il est intérieur ou extérieur, par exemple? En fait, j'ai l'impression quand on va dans des états qui sont très profonds, souvent les états thérapeutiques, entre guillemets, ne sont pas des états extrêmement profonds. Mais quand on a envie d'aller explorer ça, on peut aller dans des états qui sont tellement profonds que tout d'un coup, on va perdre la notion de séparation, par exemple. Tout d'un coup, le monde, ce n'est plus une chose extérieure et une chose intérieure. Il y a une sorte d'unicité. Comme si tout était une seule et même histoire, en fait, et hors du temps, hors de l'espace. Et donc, si on arrive à ça, on se dit que finalement, tout est là, qu'il n'y a pas grand-chose à faire. La question, c'est comment on ramène ça pour essayer de le comprendre. Et avec des mots, avec le langage, on va reséparer les choses pour essayer de les expliquer. Et c'est là que c'est le grand débat de la science. Est-ce que les connaissances, elles sont à l'intérieur ou à l'extérieur? Je pense que c'est vraiment une question de point de vue. Mais il me semble... Tout comme la guérison. Exactement, oui. Mais peut-être que c'est la même chose, au fond. Ah ouais. Oui, parce que oui, ça peut être à l'extérieur. On dit souvent, je sais plus qui me l'avait dit dans une interview, mais tu vois que cet univers était tellement vaste à l'infini, et puis on avait exactement ça à l'inverse, à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que c'était de plus en plus petit à l'intérieur, mais on avait le... Tu vois, et qu'on pouvait aller explorer ça. Parce qu'on peut partir très loin dans des états hypnotiques ou avec justement cette Dream Machine. D'ailleurs, on va la montrer parce qu'on attend, on n'en peut plus là. La voici, la voilà. C'est léger. Oui, c'est du métal, mais ça reste assez léger. Ouais. Là, c'est toi qui vas avoir une expérience. Ah, bah écoute, elle n'est pas branchée. Mais... c'est un bain de lumière, c'est un bain de source. Ouais, c'est un bain de lumière. C'est marrant parce que tu sais, on a remarqué en fait que le cerveau réagissait très bien à la lumière et que ça modifiait ses réactions. Ouais. Et ça se regarde les yeux fermés. Alors, c'est pas intuitif comme ça. Ouais. Mais en fait, c'est de la lumière pulsée. Donc, en fait, ce sont des fréquences lumineuses. C'est ça qui va agir. Parce que si tu regardes le soleil les yeux fermés, c'est beaucoup plus puissant que ça. Mais il ne va pas se passer grand-chose, à part que tu te sentiras peut-être bien parce que c'est une belle lumière. Mais par contre, là, on est sur des jeux de fréquences, donc c'est un effet un peu stroboscopique. Ouais. Et ces fréquences, les yeux fermés, elles vont stimuler le nerf optique. Et le cerveau, il va partir en fait dans une sorte d'hyperconnexion. Ça va très vite, oui. Ouais, ça va plus vite qu'en hypnose par la parole? En hypnose, quelqu'un qui est un peu entraîné va très vite. Mais oui, en fait, là, ce qui est génial, moi, ce qui m'a plu au début quand on a commencé à travailler sur ce projet, c'est que chez Padawan, j'ai rencontré plein de gens qui me disaient « mais moi j'aimerais faire de la méditation, mais j'ai essayé mais j'y arrive pas. Je me suis mis au zen, c'est rébarbatif, c'est compliqué. » Dans notre culture, en fait, on n'est pas préparé à ça. Et il y a plein de gens qui abandonnent en fait ces choses-là. Et moi, ce qui m'a plu dans ça, c'est de me dire, là, on dit aux gens, voilà, vous allez faire une expérience, en quelques instants, vous allez comprendre ce que c'est, un état de méditation profond. Alors pour les gens qui n'en ont jamais fait, c'est une découverte incroyable. Pour les gens qui en ont déjà fait, ils ont l'impression tout d'un coup qu'ils y arrivent beaucoup plus facilement encore et avec comme une sorte d'amplificateur. Un petit peu comme si tu mettais... voilà, le cerveau, ce serait une guitare acoustique et puis tu peux mettre un ampli. Là, ça devient un ampli, quelque part. Qui fait parce que très rapidement, moi je l'ai essayé, là, très rapidement, tu as multiples couleurs, tu as l'impression que la glande pinéale est en train de parler, en train de communiquer avec autre chose qui est devant toi, c'est quand même énorme. Oui, c'est assez magique. C'est difficile à décrire comme expérience. C'est beau en plus parce que en fait, ça stimule le nerf optique, donc on voit des couleurs, des formes, des visions, c'est assez magnifique. Donc déjà, visuellement, c'est beau. C'est assez propre à chacun, c'est-à-dire que si on vit la même expérience côte à côte, on ne va pas forcément voir exactement les mêmes couleurs, les mêmes formes, comme quoi c'est aussi quelque chose qu'on s'approprie. Et au bout d'un moment, ça nous amène vers nous. En fait, au bout de quelques minutes, la technologie nous ramène en fait vers notre inconscient. Et là, selon les fréquences, on va voir des choses un peu différentes. On peut avoir des fréquences qui nous amènent vers des états très méditatifs. On peut avoir des fréquences qui nous amènent vers des états d'hyper-créativité. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de musiciens qui s'en sont servis, Iggy Pop, Kurt Cobain, etc., s'en sont servis de ce genre de technologie pour créer, pour jouer, pour composer. Mais ça peut faire, je veux dire, à un moment au début, le mental est très actif, non? Comment dépasser ça? En fait, tout doucement, c'est un peu comme dans un film. Au début, tu sais, tu y vas, tu t'installes, le film commence. Et puis tu es peut-être encore en train de penser à est-ce que je suis bien installé, tiens j'ai un peu soif, etc. Puis si tu es pris dans le film, au bout d'un moment le mental il s'arrête parce que tu rentres dans l'histoire, tu rentres dans ce que les personnages te donnent comme émotion, tu oublies le temps, tu oublies même ton corps, et puis tu vis l'expérience. Là c'est un peu pareil. Tu vas vers le voyage. Exactement, c'est déjà un voyage un film, je pense. Et là ça va faire pareil, c'est-à-dire que pendant 1 à 2 minutes encore le mental est activé, puis tout doucement il va se désactiver, puis en fait on ne va plus y penser. Parce qu'on va être pris par une expérience qui va suffisamment nous entraîner pour qu'on n'ait pas besoin de faire autre chose. Et qu'est-ce que cette expérience fait au final? Du bien. Je veux dire, comment on peut savoir si ça fait du bien, si ça
si ça guérit, si ça permet de résoudre, tu vois, des problèmes. C'est pas fait pour guérir, c'est pas un outil médical. Il y a plein d'utilisations. Déjà, c'est comme la méditation, c'est-à-dire qu'on va apprendre à explorer ce qui se passe en soi, à réguler certaines choses. On s'aperçoit que les gens qui vivent l'expérience, même sur un programme assez basique, ils vont avoir des mouvements émotionnels. Quand il y a des émotions qui ont besoin d'être évacuées, ça facilite les choses, ça crée de l'apaisement, ça réduit l'anxiété. Donc mêmes intérêts que la méditation, au fond. Même si c'est une technologie encore récente, on n'a pas pu mesurer encore énormément de choses, on s'y attelle là en ce moment. Il y a même des hôpitaux qui nous contactent pour dire on aimerait bien, peut-être pour soulager l'anxiété ou des choses comme ça. Donc ça serait génial si on arrive à faire ça. Et là, on aura envie de le mesurer, évidemment. C'est ça qui serait intéressant. Mais après, selon les fréquences, il faut imaginer que notre cerveau, il vibre déjà à certaines fréquences. Si on parle d'ondes, θ, alpha, etc. C'est souvent un peu simplifier ce qu'on dit parce que dans le cerveau, il y a plusieurs ondes en même temps. Mais là, ça va les synchroniser. Les fréquences vont, au bout d'un moment, modifier les fréquences du cerveau, ça va se rencontrer, ça va synchroniser. Puis ensuite, ça va les entraîner dans une autre direction. Donc, les effets vont dépendre de ça. Si par exemple, on veut regagner de l'énergie, ça va être des fréquences assez particulières. Il y a un programme, par exemple, qui fait que ça peut remplacer le café, tu vois, en mieux même, je pense. Tu te fais un programme de 5 minutes, tu ressors, tu as plein d'énergie. Puis... Et comment on peut savoir si ça n'a pas un effet négatif? Je veux dire, comment... Alors, il y a une contre-indication, c'est l'épilepsie. Voilà, pour les gens, et c'est pour ça qu'on le déconseille aussi aux enfants, parce qu'un enfant peut ne pas savoir qu'il est épileptique. C'est une mesure de précaution, hein. Mais c'est la seule contre-indication. Voilà. Après, je pense que, mais ça c'est comme pour beaucoup de choses, quelqu'un par exemple qui aurait un traitement psychiatrique un peu lourd, ça serait bien qu'il demande un avis médical par exemple. Mais comme pour plein d'autres choses, au final, ces gens-là savent aussi qu'il y a des précautions à prendre. Mais après, ça reste de la lumière. Donc en fait, il n'y a pas d'effet secondaire particulier. Ça peut être assez fort, quelqu'un qui se fait une grosse session avec une bonne intensité. Et qui a jamais même là, fait juste ça. quelques minutes, c'est intense. Hein. Ah oui, c'est une expérience après. C'est comme l'hypnose ou comme d'autres, des expériences chamaniques, etc. C'est sûr que c'est pas neutre, c'est une vraie expérience. Il y a des programmes assez doux, puis il y a des programmes très intenses. Est-ce qu'il n'y a pas un bouton emergency, genre là, waouh. Alors, tu vois, non mais comment faire quand il y a quelque chose qui vraiment remonte, tu vois, et que tu contrôles plus le truc, et là ça te fait peur, et ça fait remonter un gros truc. Je veux dire, dans notre société actuelle, avec toutes ces angoisses, toutes ces peurs qu'il y a, etc., c'est encore presque différent d'il y a 10 ans, tu vois. Je pense, oui. Après, c'est comme la méditation, tu as très peu de chances qu'il se passe quelque chose qui n'est pas agréable pour toi. Tu peux être un petit peu... tu vois, tu dis, oh, c'est un petit peu fort, et à ce moment-là, tu peux réduire l'intensité. En fait, comme tu aurais une barre de volume sur du son, si c'est un peu fort, tu réduis l'intensité. Tu trouves ton confort, et une fois que tu as trouvé ton confort, c'est plutôt très agréable, en fait, comme expérience. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que la panel d'expérience, c'est entre une petite balade sur l'eau avec un radeau ou un tour de grand 8. Mais si tu vois que c'est un tour de grand 8 et que tu n'as pas envie de faire un tour de grand 8, tu ne prends pas le programme qui te fait le tour de grand 8. Donc tu commences tout doucement et petit à petit tu testes. Après, nous, c'était pas prévu, ça parce qu'on en a fait un appareil personnel, mais il y a des centaines d'accompagnants, des gens qui font l'hypnose, la sophrologie et tout ça, qui nous ont dit mais je vais m'en servir en séance. Voilà. Et là, eux, leur accompagnement fait qu'ils vont se servir de l'expérience pour l'amplifier. Ouais, ça c'est bien ça. Donc s'ils veulent travailler sur des émotions un peu fortes, ils peuvent, mais c'est un accompagnement vocal qui vient se rajouter à l'expérience à ce moment-là. Qui peut rassurer justement. Oui, parce qu'en plus, ça vient faciliter la conduite de l'expérience. Tu vas canaliser en fait quelque part avec les mots. Parce que l'hypnose, je trouve, et la méditation, c'est relativement doux. Là, on est sur quelque chose quand même pas d'intrusif, mais quand même de puissant. Oui. Et est-ce qu'on est prêt pour ça? Je veux dire, c'est intéressant que ça arrive, ce genre d'appareil, à ce moment-là de l'humanité, tu vois, de l'évolution de l'humain, en tout cas. Tu sais, je pense que c'est comme les applis de méditation. Au début, les gens disaient, une appli de méditation, mais du coup, qu'est-ce que je vais faire avec? Et puis si c'est un peu fort et tout ça. Puis on s'aperçoit que maintenant, tout le monde a des applis de méditation. Ça marche très bien, ça fait du bien. Simplement, sur les programmes qui sont un peu forts, on dit aux gens, commencez avec ceux qui sont doux, allez-y progressivement, puis vous allez voir comment vous vivez les choses. Ce qui est bien quand même avec une technologie comme ça, c'est que tu appuies sur le bouton stop et ça arrête. C'est-à-dire que, tu vois, je pense aux gens qui vont faire des expériences chamaniques où ils partent pendant 5-6 heures, ils n'ont plus le choix une fois qu'ils ont commencé. Là, en fait, tu as juste appuyé sur le bouton. Et c'est OK d'interrompre une hypnose, c'est OK de... Parce que quand on est dans un état hypnotique comme ça, on se rappelle de tout, on voit tout de manière extra-lucide, on va dire.
Et en même temps, on est comme... C'est comme si nos membres, tu vois, étaient un peu scotchés, qu'on n'avait pas l'accès à autre chose. Voilà. Je veux dire, c'est comme en plongée, tu vois. Est-ce que tu as envie de remonter direct les différents paliers ou ça se fait par palier, c'est mieux? En fait, de toute façon... Mais on peut l'arrêter alors. Oui, tu peux l'arrêter. Ce qui va se passer, c'est que tu vas émerger tout doucement, comme ça tu vas remonter à la surface, pour prendre la métaphore. Je dis ça, mais c'est pour avoir une sorte de sécurité. Mais en fait, on a fait des milliers de tests. Les gens, ils n'ont pas envie que ça s'arrête à la fin. C'est surtout ça qui se passe. C'est que quand c'est fini, ils font déjà, c'était bien, je peux aller plus loin. Où on perd toute notion de temps, d'espace. Bah oui, alors c'est pour ça qu'il y a des programmes qui ont une durée, parce que tu sais que le programme il dure un quart d'heure ou 5 minutes ou 1 heure, parce que tu en as aussi qui sont longs. Et comme ça, tu penses plus au temps qui passe. C'est l'intérêt d'avoir une appli aussi qui gère ça. Mais, et puis au début, tu commences avec des programmes un peu courts, mais souvent, les gens qui ont fait tester par exemple sur 10 minutes, ils ont l'impression que ça a duré 2 minutes. Comme un rêve, tu sais, comme... je sais pas combien de temps ça dure un rêve. Et donc toi qui as créé un centre de recherche par rapport aux neurosciences, je veux dire, comment tu as pu intégrer ça, quelles sont les recherches principales qui t'ont permis de créer cet appareil? Alors c'est vrai que c'est l'intérêt d'avoir des chercheurs, c'est qu'avant même de commencer à travailler sur cette technologie, on leur a demandé de faire une revue de toutes les recherches qui avaient été faites sur les fréquences lumineuses et le cerveau. Et on s'est rendu compte que c'est un champ où il commence à y avoir de la bonne documentation, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de chercheurs qui sont intéressés à ces questions-là. Donc déjà on a collecté ces informations-là. Nous, on avait l'idée de ce qu'on voulait faire, et puis il y avait déjà des gens qui avaient fait des choses approchantes, donc on ne partait pas non plus de zéro. On a interviewé des gens qui avaient travaillé sur ces choses-là, avec des technologies parfois un peu différentes, mais bon, la base sur laquelle c'est construit se ressemble. Et on a commencé à faire plein de tests, surtout on a créé un premier démonstrateur, qui était moche, qui ne ressemblait pas à ça. Et on a fait plein de tests. On faisait noter aux gens leurs impressions subjectives, leur vécu. En fait, pour ça, on a repris les mêmes tests qu'en anthropologie, quand ils ont voulu mesurer les états de conscience modifiés avec différents produits utilisés par les chamans notamment. En anthropologie, ça a été très étudié, ces questions-là. Donc on a pris les mêmes grilles, puis on a comparé. Puis on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui coupaient, des choses qui coupaient un peu moins. Il y a des gens qui avaient déjà commencé un peu ce travail-là, donc on a pu s'appuyer dessus. Et puis c'est un work in progress après, on est au début de cette aventure-là. Mais ça nous a permis d'avoir une base très solide, puis d'en faire un produit qui est facile à manier. La Dream Machine. Ouais, exactement. Pourquoi ce nom? Écoute, c'est une référence à la toute première intention de cet appareil. C'était un poète américain qui en 1957 je crois, a créé un appareil alors qui était assez basique. C'était un tourne-disque. Il a mis une lumière dessus, puis il a mis un cylindre perforé autour. Il se mettait devant, on peut trouver des images d'archives de ça, et le truc tourne, et donc ça commence à faire de la lumière pulsée. Et lui, il s'en servait pour écrire, en fait. Puis après, il l'a fait tester à plein de gens, et les gens disaient « Waouh, c'est beau, en fait, ça me rappelle des choses que je peux vivre dans ces expériences-là. » Et ça a commencé à se diffuser au début. Puis après, la technologie était un peu rudimentaire, donc ça a été lâché. Et il avait appelé ça, alors c'était Dream Machine en un seul mot, c'était le M combiné les deux mots. Et on a voulu lui rendre hommage parce que c'était une super invention, en fait. Le logo est beau aussi. Enfin, oui, c'est... J'avais qu'à regarder le logo, déjà on commence à triper. Au graphiste, je crois qu'on lui a dit, on voudrait que ça ressemble à une sorte de porte des étoiles. Et du coup, il est parti là-dessus. Ouais, on peut aller très loin là. Et oui. Ouais. On peut se faire des bains de source. Ah, bah, écoute, on peut. Comme lors d'une expérience de mort imminente. Tu penses qu'on peut accéder à des états aussi élevés que ça? Alors, je pense qu'on peut y accéder si en plus on est accompagné. Je pense que seul, non. Mais en fait, c'est comme un tremplin. C'est-à-dire que seul, on n'ira peut-être pas vers ça. À moins peut-être que quelqu'un qui a beaucoup d'expérience avec ça, peut-être qu'il trouvera le chemin. Mais par contre, accompagné par quelqu'un qui sait comment gérer ça et amplifié par ça, même des gens qui ne sont pas à l'aise avec les états de conscience peuvent accéder à ça, oui. Ouais. Bon, tu m'en mets une de côté. Hein. Ça marche. Parce que ça part comme des petits pains, là. Ouais, il y a un gros succès, on est super contents. Parce que ça vient de commencer. Ça vient de commencer. On a fait un Kickstarter il y a 1 an, campagne de financement participatif. C'était un gros succès, ça nous a permis de nous lancer. Ouais. Et en fait, ça va très très vite. On s'aperçoit qu'il y a... en fait, tous les gens qui testent disent « Mais attends, c'est génial, en plus c'est abordable, c'est facile d'utilisation. Ouais. » Et donc, on est un peu dépassé par ça. Donc on a plus de problèmes de production pour l'instant qu'autre chose. Oui, surtout en ce moment. Mais c'est des beaux... Oui, surtout en ce moment avec quelques difficultés de matières premières et tout ça. Donc là, tu expédies les premières, là? Ouais, depuis, ça a commencé il y a moins de 3 semaines. Les premières ont été expédiées. Donc on a plein de retours des gens qui testent et tout ça. Ouais, un bonheur, hein. Écoute, c'est génial, parce que c'est 3 ans de boulot, donc quand enfin le bébé sort, tu sais, il y a un côté soulagement. Ouais.
Et en même temps... c'est une autre étape. Ouais, parce qu'enfin, on partage le truc. Tu vois, enfin, oui. on reçoit des centaines de mails là, en ce moment tous les jours de gens qui disent mais je testé à mes amis, j'ai testé ça avec de la méditation, j'ai testé ça avec de la musique. Il y a des musiciens qui adorent ça en général, qui veulent composer des choses avec. Enfin, bon, bref, Mais ça m'étonne pas que les thérapeutes, des personnes qui accompagnent justement comme ça, ont envie d'avoir l'appareil en plus. Bah ouais, et puis souvent en plus, même pour eux, tu sais, entre deux clients qui font une petite séance. C'est ça réalise. Ouais. Il n'y a pas besoin de très longtemps. Quelquefois, oui, tu peux même en 3-4 minutes, tu vis des expériences sympas. Et puis là, on a hâte d'avoir justement beaucoup de retours de gens qui accompagnent avec. Ouais. Parce que ça va nous permettre même de créer des programmes sur mesure en fonction de leurs besoins, de leurs envies. Ouais. Donc on est vraiment réactif aussi sur ça. J'aime bien le côté, c'est clair, non, c'est vers soi. C'est vers soi, oui. Je mets ça de côté parce que c'est assez hypnotique, rien que la forme. On te retrouve dans le film d'Arnaud Rioux, Etugène, qui sort là. Tu as décidé d'y participer. Écoute, on en avait discuté avec Arnaud, je crois qu'au tout début de son projet. Et puis 2 ans après, il m'appelle, il me dit écoute, ça me ferait plaisir que tu participes, ça m'a beaucoup touché. Au début, pour moi, c'était un film qui était très orienté vers le chamanisme, et forcément l'hypnose, c'est voisin, mais c'est pas la même chose. Et puis il a eu envie d'ouvrir ça aussi à des choses qui sont aussi de nos pays à nous. Et c'était une super opportunité. Et puis, pour avoir vu le résultat, le film est juste génial. Enfin, il est magnifique ce film. J'étais ému. J'ai pleuré sur la première, c'était vraiment émouvant. Le message est sublime et les images sont sublimes. Sublime. D'ailleurs, je vais faire une interview avec Arnaud là, tout de suite. Génial. Vous allez vous croiser, vous vous connaissez déjà. Un petit peu, ouais. Et merci Kevin pour cette interview. Eh bien écoute, c'est un grand plaisir. Merci à toi. C'était super. Merci, cher co-créateur, d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, n'hésitez pas, parce que là, on parle de technologie. C'est une conversation d'informations qui sont contenues dans cette vidéo, tu vois, qui peuvent avoir un énorme impact dans votre vie. Donc, c'est bien de le savoir, c'est bien de le diffuser. Je vous embrasse très très fort. Je te dis merci Kevin. Merci à toi. Et à une prochaine fois. Gros bisous. Au revoir.